Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Et aujourd'hui, la rencontre Bock-Côté-Martineau va être la rencontre Bock-Côté-Derry. Bonjour Mathieu. Bonjour. Content de te parler pour la première fois. De même. Écoute, même. C'est un grand plaisir. Ben oui, tout à fait. Puis on va être ensemble toute la semaine, donc dans les grands souliers que chausse Richard. Aujourd'hui, tu veux nous parler d'un sujet qui me semble surréel à sa lecture même, mais quoi que je ne suis pas si surpris. Des gens qui éditent des textes dans des maisons d'édition pour les rendre plus confortables un peu aux lecteurs qui peuvent être sensibles. Ouais, donc c'est des fameux lecteurs de sensibilité, c'est la traduction proposée de Sensitivity Readers. Donc on connaît ça, la mode était présente déjà aux États-Unis, elle avait percé aussi en France, bien qu'un peu moins. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est dans une maison d'édition, on va confier soit l'auteur va le demander de lui-même, soit la maison d'édition va demander à des gens qui s'autoproclament représentants de telle minorité la responsabilité de corriger les stéréotypes, les images, les préjugés, des différents ce qui se représente dans le livre pour s'assurer de ne pas heurter idéologiquement, de ne pas heurter culturellement, de ne pas heurter la sensibilité, donc c'est pour ça le titre des lecteurs de sensibilité, des différentes minorités qui prétendent représenter. Donc un peu essayer d'éviter de faire un Tintin au Congo en 2022, là, je caricature. Oui, mais avec cette idée, cela dit, un peu étrange, que on confie donc à la littérature une fonction nouvelle là-dessus, c'est-à-dire la littérature qui avait pour fonction d'explorer les contradictions de l'âme humaine, les tensions qui l'habitent, les tensions qui la traversent, le fait que, quelquefois, on va retrouver des personnages qui, même s'ils sont d'une minorité X, Y ou Z, peuvent être des plaisants caricatures ou peuvent être autrement dit, la littérature n'est pas censée coder le monde en gentil, méchant, représentation autorisée, représentation non autorisée. Et là, on se retrouve donc avec des correcteurs idéologiques, des petits censeurs, qui rentrent dans les maisons d'édition et qui nous disent finalement, on va s'assurer de faire un texte poli, épuré, un texte qui va être délivré de tout ce qui pourrait justement heurter la pensée dominante. Et ce qui est intéressant et qui est là-dedans, c'est que bien des auteurs se soumettent eux-mêmes désormais à cette entreprise et s'en font une fierté en disant, mais regardez, moi-même, j'ai purgé mon texte de sa part sombre, de sa part noire, et je deviens moi-même, finalement, je fais un texte idéologiquement conforme. Et comment ne pas dire devant cela que, parce que moi ça me frappe, comment on est devant une forme de reproduction dans une autre époque, évidemment, dans un autre monde, mais de ce qui était soit la littérature édifiante, hein, au temps du catholicisme, ou la littérature scientifiquement, idéologiquement autorisée en Union soviétique, c'est-à-dire la littérature de chanter les gloires du parti, ou aujourd'hui chanter la gloire de l'idéologie de la diversité, et tout ce qui viendrait heurter ça, eh bien c'est vu comme dangereux, ça peut être une littérature régressive parce qu'elle porte pas les bonnes valeurs, et moi je vois à travers ça une forme de censure dans un milieu qui devrait être pourtant très attaché à la liberté, c'est le milieu de la littérature, mais ce n'est plus le cas. C'est intéressant, tu mentionnes la façon dont la littérature était présentée ou les récits catholiques. Moi je me rappelle un vieux livre de l'histoire du Canada qui m'avait été donné, je pense que c'est arrivé par mon père, et écoute, il y avait une illustration où il y avait un jésuite dans le banc de neige nu-pied avec le crucifix, j'exagère à peine, là, mais t'as une lecture qui est évidemment qui est dans un certain spectre idéologique assez étroit, et évidemment, bon, on veut l'élargir, c'est un regard, mais là aujourd'hui on tombe un petit peu dans l'excès contraire, c'est-à-dire qu'on arrive dans une autre représentation, mais qui finalement a un petit peu les mêmes travers, c'est-à-dire d'avoir une lecture... Ça fait penser, par exemple, je reviens sur oui, effectivement, la littérature édifiante, mais aussi en Union soviétique. Donc là, on avait dans la littérature soviétique, il y avait d'un côté, il fallait que l'ouvrier soit courageux, noble, généreux, révolutionnaire. Le bourgeois était nécessairement mauvais, méchant, cupide, et ainsi de suite. La révolution était nécessairement lumineuse. La contre-révolution, l'opposition à la révolution, était nécessairement morbide. C'était plus de la propagande que de la littérature. Évidemment, exactement. Et dans le reportage de Radio-Canada, celui qui s'oppose à ça et de belle manière, c'est Patrick Sénécal. Alors lui-même qui est dans la littérature une littérature que certains diraient plus populaire, entre guillemets, mais il dit un instant, j'écris pas des choses pour plaire à tel
groupe d'idéologues enregistrés ou subventionnés. Il y a des scènes d'horreur dans mes livres, il y a des scènes qui sont faites pour déplaire, il y a des scènes qui sont faites pour susciter un malaise, il y a des scènes qui sont faites pour nous révéler qu'il y a toujours une part de mauvais dans le bon et de bon dans le mauvais. Ah, ce personnage qui devrait être un dieu, ben il y a manifestement une part sombre chez lui. Ah, ce personnage très mauvais, capable d'humanité. Autrement dit, la littérature explore les chatoiements de l'âme humaine. Et là, ce qu'on est en train de bannir, en fait, à travers cette espèce de littérature édifiante, c'est cette idée que on bannit la complexité de l'âme, on bannit la complexité du réel. Et là, il y en a qui vont nous dire, oui, mais c'est comme pour faire une recherche, pour avoir un roman mieux construit. Donc, c'est comme si, confiant leur ouvrage, là, t'as envie de leur dire, il y a une différence entre faire une recherche pour voir si tu parles correctement du Grand Canyon, ou si tu parles correctement du Montana, ou si tu parles correctement de telle population, et une volonté de filtrer idéologiquement. Puis surtout, on peut se dire qui va être l'interprète autorisé. Moi, j'en sais rien, des catholiques, des arabes, des féministes, des musulmans, des trans, des queers, qui va être l'interprète autorisé de ces choses-là? Ça vient, autrement dit, consacrer le rôle des militants dans les maisons d'édition. Écoute, moi, je trouve ça à la fois fascinant, dangereux, inquiétant. Puis tu sais, par exemple, sur certaines questions, par exemple, si on discutait toi et moi d'immigration et de laïcité, on n'est pas tout à fait au même endroit, puis c'est bien correct. Et par contre, là-dessus, moi, quand je vois ce genre de choses-là, tu sais, t'as toujours le droit de fermer un livre. Si on veut se rappeler, d'abord évidemment il y a une question d'histoire. Dans ce cas-ci, c'est pas nécessairement d'histoire, ça peut être des récits de fiction. Mais la réalité, c'est que tout est pas beau. Tout est pas propre. Comme tu le dis, l'âme humaine est complexe. Et moi, il y a un parallèle, et peut-être que tu vas trouver maladroit que je fais, mais tu sais, je relis à mes enfants, entre autres, les Astérix, puis les Tintins. Les Astérix, on les a passés à plein de reprises. On a beaucoup parlé de Tintin, de ses excès, par exemple, de la façon dont, même Hergé a reconnu plus tard, la représentation qu'il avait faite des Congolais était pas nécessairement heureuse, mais c'était dans les années 20. Tu lis Astérix, là, c'est la solution à un problème, c'est souvent de taper sur un Romain ou de taper sur un Gaulois. C'est drôle, c'est immensément drôle, mais évidemment, c'est pas un mode de vie à reproduire dans le quotidien. On a tendance à oublier ça, mais on bannira pas Astérix pour ça. En tout cas, j'espère. Surtout, et ensuite, parce que j'en sais, Astérix n'est pas censé être un guide des comportements au quotidien sur comment il est permis aussi de faire de la fiction pour faire rire, il est permis d'explorer un autre monde. L'humour noir, ça existe. L'humour noir. Oui, il est possible de rire de bon cœur, mais dans un monde très sérieux. En fait, c'est l'esprit de sérieux. Tu disais, il est toujours possible de pas ouvrir un livre ou de le fermer. Mais voilà comment fonctionne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle globalement les woke, mais qui sont en fait des nouveaux totalitaires. Eh ben, eux, ce qu'ils redoutent, c'est que tu puisses ouvrir un livre où on trouve autre chose que ce qu'ils voudraient nous mettre dans la tête, que leur opération d'endoctrinement. Donc, eux, ce qu'ils redoutent, c'est qu'il y ait une émission de télé, une émission de radio, une chronique, un livre où on peut trouver autre chose que la vision idéologiquement dominante et autorisée et promue et encouragée, parce que là, les gens pourraient se mettre à penser autre chose. Et c'est pour ça que quand on lisait, par exemple, je ramène sur un autre sujet, mais tu vas comprendre le lien immédiatement, ouais. En 2008, au moment du rapport Bouchard-Taylor, il y a un rapport qui était sorti, c'était le rapport Potvin. Le rapport Potvin, ça prétendait faire une étude de la crise des accommodements raisonnables dans les médias. Et l'auteur du rapport disait, eh bien, il faudrait notamment suspendre le droit de publication des journaux qui proposent une représentation négative, entre guillemets, de la diversité. Donc, soit il faut avoir une vision obligatoirement positive du phénomène, ou alors on censure. Pourquoi? Parce que la simple possibilité d'un autre point de vue est vue comme scandaleuse. Regarde le système médiatique globalement. Il suffit qu'un chroniqueur plus à droite, plus conservateur, plus critique sur l'immigration massive, plus critique devant les appelons ça la vision irénique de la diversité qu'on nous propose. Un chroniqueur comme ça provoque un scandale à gauche, toujours en disant mais comment peut-on tolérer de tels propos? Et une bonne partie de la gauche, son travail, ça ne consiste pas à répondre aux propos qu'elle n'apprécie pas, ça consiste à se scandaliser qu'on puisse dire autre chose que ce qu'elle pense. Et bien, de la même manière, elle se scandalise à l'idée qu'il y a des romans qui véhiculeraient autre chose que ce qu'elle voudrait les voir véhiculer. C'est fascinant parce que la meilleure façon, en tout cas moi je pense, de développer un argumentaire serré, c'est d'aller chercher l'autre point de vue, puis de voir
d'abord, ça te force à étoffer ton point de vue toi-même, mais aussi, des fois, ça se peut que ça te fasse changer d'idée parce que tu dis, il y a peut-être telle nuance, écoute, j'avais pas pensé à ça. Puis, quand tu mentionnes l'exemple des médias, c'est drôle. Moi, je me rappelle la crise des accommodements, j'ai travaillé dans les médias et pour un magazine qui regardait qui critiquait ce qui se passait dans les médias, là, la Fédération des journalistes, c'est le magazine 30. Et évidemment, des fois, il y avait des choses qui étaient caricaturales. Par exemple, à un moment donné, quand il était question de la crise des accommodements raisonnables, on a vu énormément de photos derrière de musulmans qui n'étaient pas nécessairement au Québec. C'était quelque chose d'un peu caricatural. Il y a eu, je me rappelle entre autres, une photo de burqa qui avait été, mais c'est une photo avait été prise en Afghanistan pour parler de quelque chose d'autre qui était au Québec. Évidemment, c'est des extrêmes, mais il peut y avoir d'autres mécanismes. Par exemple, si les médias débordent, il y a le conseil de presse qui existe, il y a des décisions qui peuvent être rendues. La censure, c'est un peu lourd. L'autocensure, ça commence à être quelque chose de dangereux. Mais la culture de la censure va de plus en plus loin. Pardon, et on le constate, c'est-à-dire, premièrement, il y a la censure qui vient des différents milieux, il y a la manie fâcheuse d'assimiler à des discours de haine tout ce qui ne va pas dans la célébration de ce que j'appelle l'idéologie diversitaire, mais il y a aussi l'autocensure. Combien de gens connaissons-nous, on en connaît beaucoup quand même, qui disent en privé une chose et qui en public disent pas un peu moins, disent le contraire. Et pourquoi disent-ils le contraire? Parce qu'ils savent que le prix à payer pour confesser leurs idées, le prix à payer pour dire ce qu'ils pensent est tellement élevé qu'ils préfèrent verser dans le conformisme idéologique. Combien sont-elles, par exemple, en avoir marre de l'écriture inclusive bizarre, là, qui on met des points partout, puis on fait une forme de ponctuation délirante, mais qui vont utiliser la fameuse écriture inclusive parce que ça se verrait s'ils ne le faisaient pas, puis ils se signaleraient ainsi comme conservateurs ou réactionnaires dans l'espace public. Combien vont-ils à dire privément les seuils d'immigration? Je sais que j'en connais parce que je suis un peu le confessionnal de ce milieu-là. Combien sont-ils à dire les seuils d'immigration sont délirants, on ne peut pas en recevoir autant, c'est insensé, puis qui publiquement vont dire le contraire parce qu'ils ont peur de se faire traiter de xénophobes ou de racistes, et ainsi de suite. Eh bien, dans les maisons d'édition, on voit donc des gens qui ont une vocation normalement qui devrait être de création, de liberté, d'exploration. Eh ben non, ils vont eux-mêmes payer leur propre censeur pour envoyer un signe ostentatoire de vertu. Comment ne pas voir à travers ça une sorte de régression généralisée, non seulement de la liberté d'expression, mais la liberté de description et la liberté d'imagination. Écoute, c'est fascinant parce que je reviens à l'introduction, le terme les lecteurs de sensibilité, c'est-à-dire ceux qui vérifient si l'œuvre est conforme et parfois selon les souhaits de l'auteur. Je suis en train de lire une biographie d'Abraham Lincoln et j'essaie de m'imaginer. il y a certains passages qui seront pas nécessairement joyeux quand il est question de dépeindre l'état des relations raciales aux États-Unis à cette époque-là, qui d'ailleurs s'est pas nécessairement toujours amélioré par la suite. Tu passes ce livre-là au processus. Qu'est-ce qui va en rester après? Quel genre d'histoire tu peux raconter? Rien. Il faut bien voir qu'on vit vers un monde où on a le droit de raconter les histoires autorisées. Il y a des passages de texte, il y a des images qui vont être d'une manière ou de l'autre. Des classiques, moi je crois qu'on va vers un monde où les classiques vont être réécrits pour être biologiquement conformes. Et tout ça semble inimaginable pour l'instant, mais qui aurait imaginé des lecteurs de sensibilité il y a 10 ans? Il y a même 5 ans, quelqu'un aurait dit t'es complotiste d'extrême droite fou. Et là, aujourd'hui, boum, c'est notre banalité, c'est notre normalité. Moi, j'aurais pas imaginé ça ce matin. On est rendu là, puis ça va aller de plus en plus loin. Donc moi, je pense que si on n'a pas une opposition ferme, déterminée, résolue à tout ça, ça va finir par nous engloutir. Écoute, tu viens de dire les histoires autorisées, ça pourrait faire un bon titre de chronique ou un bon titre de livre, peut-être. Oui, on y arrivera, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une manière dont c'est le futur. Bon, ben écoute, Mathieu Bocoté, ça a été un plaisir. On se reparle demain. Bonne journée. Au grand plaisir demain.